Bonjour Luc Ferry. Bonjour La vie Adrien. heureuse, c'est le titre de votre ouvrage publié aux éditions de l'Observatoire. On va voir avec vous qu'il nous permet à la fois de comprendre le monde tel qu'il se présentera demain, mais aussi un peu le monde tel qu'il se comprend aujourd'hui. Vous avez comme point de départ cette promesse de scientifiques qui disent que nos petits-enfants pourraient vivre 150 ans, bien plus donc qu'aujourd'hui. Mais vous dites d'abord attention aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous vivons une forme d'effondrement dû à la psychologie positive, aux théories du développement personnel. En quoi vivons-nous un effondrement ? Je vais vous dire ça très, très rapidement. Pendant des millénaires, probablement, en tout cas pendant des siècles, les humains ont vécu sur des idéologies, des philosophies, des religions, du bonheur différé. Il fallait d'abord travailler et puis ensuite on allait profiter des fruits de son travail. Bonheur différé. Pour les enfants, le bonheur, c'était après la classe. Pour les salariés, c'était après la retraite. Pour les communistes, c'était après la Révolution. Pour les catholiques, c'était après la mort. Au paradis, je vais vite, évidemment, je pourrais raffiner, mais on était dans le bonheur différé. On était le troisième petit cochon dans le conte des trois petits cochons. Aujourd'hui... Alors on rappelle, le troisième petit cochon, c'est ma mémoire bonne. Il y en a un qui fait une maison en paille, l'autre en bois. Le troisième petit cochon, c'est la maison en brique. Il fait la maison en brique et c'est comme ça qu'il arrive à manger le loup qui tombe dans la cheminée. Et il est tout à fait le message que ce conte passe aux enfants. Il y a un livre de Bruno Bettelheim qui est très bon, qui montre ça très bien. C'est qu'on a intérêt à vivre dans le principe de réalité plutôt que dans le principe de plaisir qui veut tout de suite, qui est le principe de la vie infantile. Ce qui s'est passé en Europe et singulièrement en France, c'est que les deux grandes religions du bonheur différé, si je puis dire, se sont effondrées. Le communisme, religion de salut terrestre, est passé de 30% de l'électorat à 3%. Le catholicisme, il y avait 45 000 prêtres en France en 1950, il en reste 5 000 aujourd'hui. 95% des Français étaient baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Donc, du coup, s'il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés, comme dit la chanson bien connue, s'il n'y a plus d'après, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. D'où le big quit, le quiet quit, la grande démission, d'où le fait qu'on ne va pas perdre sa vie pour la gagner. Et ça a des conséquences absolument abyssales. Mais ça veut dire que ce bonheur immédiat, ce narcissisme, même comme vous l'expliquez, c'est aujourd'hui pour vous l'idéologie dominante, c'est devenu notre nouvelle religion terrestre spirituelle ? Oui, si vous regardez les ventes de livres de psychologie positive, de théorie du développement personnel, il y a un livre qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau, foutez-vous la paix ». Voilà, des titres de livres de psychologie positive qui disent c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux, c'est pas plus tard. D'où la grande démission. Le monde du travail est entièrement bouleversé par cette idée qu'on ne va pas perdre sa vie à la gagner. Alors, je ne porte pas un jugement de valeur, d'abord, j'essaie de comprendre ce qui se passe, mais aussi... Non, mais vous dites quand même, en substance, réveillez-vous. Ce n'est pas une tendance que vous applaudissez. Je pense que l'enjeu de la guerre en Ukraine, ce n'est pas simplement, malheureusement, évidemment que je ne défends pas ça, mais ce n'est pas les crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre dans toutes les guerres. On ne parle que de ça toute la journée, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Poutine, ce qu'il a en tête, c'est que l'Occident est mort, que l'Occident s'effondre dans le déclin, dans la décadence, qu'il n'a plus de valeur. Mais vous le partagez, ça, par exemple ? Il y a beaucoup de gens qui le partagent. Les meilleurs intellectuels français vous disent ça. Mon ami Michel Onfray vient de sortir un livre qui s'appelle Décadence. Bon. Et donc, si vous écoutez Éric Zemmour, si vous écoutez mon camarade Alain Finkielkraut, je ne dis pas qu'ils sont pro-Poutine, ils ne le sont pas. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il y a énormément de Français qui pensent, et parmi les meilleurs intellectuels, que l'Europe est en décadence, que la France est en décadence. Je crois que 70% des Français pensent qu'on est en déclin. Et donc Poutine a ça en tête. Il pense que le monde de demain sera chinois, indien, russe, coréen, iranien. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais si on s'effondre dans le narcissisme et dans l'idéologie du bonheur, je vous dis très franchement, on est mort. Mais par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, on peut citer dans cette liste aussi, je ne sais pas, l'Iran, la Corée du Nord. Aucun de ces pays n'est une démocratie, aucun de ces pays n'offre à ses concitoyens des conditions de vie telles que les nôtres. Est-ce que ça en fait pourtant des régimes plus désirables ? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Et la démocratie a encore un avenir, mais simplement, il ne faut pas qu'on s'effondre nous-mêmes dans la bêtise et dans le narcissisme. Il faut au contraire qu'on soit capable de travailler plus. Je suis désolé de le dire, mais si on ne travaille pas, les Chinois, quand ils apprennent que les Français ne travaillent pas le dimanche, ça les fait hurler de rire. Bon. Et donc, si on ne travaille pas, si on ne fait pas des efforts, si on n'a pas l'esprit de sacrifice. Alors, quel sacrifice faudrait-il faire aujourd'hui, par exemple ? Vous dites, on a perdu ce sens du sacrifice parce qu'on n'a plus le référentiel idéologique. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui ? Dans tous les livres de psychologie positive, vous avez un chapitre sur le fait que le sacrifice est absurde. Vous avez un chapitre à chaque fois qui dit « se sacrifier pour les autres est une grande erreur ».
Faites passer tous vos besoins avant ceux des autres. C'est des citations exactes que je vous donne de livres à grand succès qui ont fait des centaines de milliers d'exemplaires. Bon, je les cite dans le livre. Et donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire très clairement, quand j'étais gamin, en 1968, il y avait 2 foyers de sens de la politique. Tous mes camarades jeunes, si je puis dire, étaient trotskistes, maoïstes, communistes, ils étaient révolutionnaires, c'est l'idée de révolution. Et tous mes camarades gaullistes, moi j'étais gaulliste, étaient nationalistes. C'était la nation à droite, la révolution à gauche. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, le grand sujet, c'est quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à ceux qui viennent. C'est la question de la dette, c'est la question de la transition écologique, c'est la question de la formation, etc. C'est la question de la protection sociale. Et ça supposera des sacrifices. Vous avez dit il y a quelques instants... Réduire la dette, ça suppose des sacrifices, par exemple. L'Europe, l'Occident. Où est-ce que vous placez les Ukrainiens, par exemple, face à Poutine? Est-ce que les Ukrainiens sont sur la même pente que nous? Coupés en deux. J'ai regardé très attentivement les élections en Ukraine depuis 2004, depuis la Révolution Orange, que beaucoup de gens confondent avec la Révolution Maïdan, ça n'a rien à voir. Il y a 10 ans d'écart entre les deux. Il y a 10 ans d'écart, c'est 2014. Quand vous regardez les élections, par exemple en 2006, les pro-russes gagnent les législatives, en 2010, ils gagnent la présidentielle, etc. Et si vous regardez dans les républiques de l'Est et du Sud, de Louhansk et de Donetsk, et je ne parle même pas de la Crimée, les chiffres sont massivement pro-russe. Et donc, c'est un pays qui est coupé en deux. On oublie toujours qu'avant l'agression de Poutine, car c'est bien une agression, il y a une guerre civile dans le Donbass. Mais les pro-Zelensky veulent oublier absolument qu'il y a une guerre civile. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre Zelensky. Évidemment que l'agression de Poutine est insupportable. Mais néanmoins, il y a derrière, ce qui couvre derrière, c'est une guerre civile. Et même si les Ukrainiens reprennent le Donbass, la guerre civile ne cessera pas. Donc l'Ukraine est coupée en deux entre des pro-OTAN, des pro-américains, si je puis dire, comme les Polonais, comme les pays de l'Est, sauf la Hongrie, et puis d'autre part, des pro-russes qui demandaient simplement une autonomie, c'est-à-dire l'application des accords de Minsk, ce que les Ukrainiens n'ont jamais voulu faire. Je le disais, votre livre s'appelle « La vie heureuse ». Oui. Pour autant, vous combattez cette idée d'une recherche du bonheur à tout prix. Oui. Est-ce que ça veut dire pour vous que rechercher le bonheur est vain ? Non, tout le monde cherche le bonheur. Même Kant le dit, qui est le philosophe le moins zédoniste de toute l'histoire de la philosophie. Nous cherchons tous le bonheur. Mieux vaut être jeune, beau et riche que violet et pauvre. Il n'y a pas besoin de faire 40 ans de philo pour vous dire ça. On recherche tous le bonheur. Simplement, la différence entre les idéologies du bonheur et puis le simple fait que, mécaniquement, si je puis dire, on cherche à être heureux plutôt que malheureux, c'est que ce que nous promettent les idéologies du bonheur, c'est cette idée qui est totalement fausse, à mes yeux, qu'on va arriver au bonheur comme après la tempête, on arrive au port une fois pour toutes, comme si avec des exercices intérieurs, un état absolu et durable, ce qui est complètement faux. Avec cette idée qui est constamment martelée par les livres de psychologie positive, qu'on va parvenir à un bonheur durable parce que ça ne dépend que de notre état d'être intérieur. C'est ce qu'ils disent tous. On accepte, c'est ce que vous expliquez, comme le faisaient les anciens. C'est complètement faux. Voilà, c'est du stoïcisme remâché. La vérité, moi j'ai 3 filles, si une de mes filles va mal ou si elle a un accident ou qu'elle est malheureuse, mon bonheur il est carbonisé. Le bonheur, il y a même, je ne veux pas citer des noms, mais un philosophe du bonheur qui nous dit qu'on peut être heureux à Auschwitz, mais à part le chef de camp, personne ne peut être heureux à Auschwitz. Et même le chef de camp, j'en doute. Je veux dire, ça devient absurde, cette idée. Il y a un moment où c'est tellement délirant que, Plutarque disait, on peut être heureux sur un chevalet de torture. Ben non, c'est pas vrai. Un peu de bon sens de temps en temps. Et vous dites d'ailleurs dans le livre que vous préférez vous le lit de rose au chevalet de torture. Voilà, exactement. Il y a aussi je vois que vous l'avez lu. Avec beaucoup d'attention. Je vois qu'il y a également une coïncidence d'actualité avec ce que vous dites, Luc Ferry. C'est le rapport de la Miviludes. Alors, ça peut paraître très loin de votre livre. Oui. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Oui. Elle présente son rapport aujourd'hui et elle dit justement, il y a eu des saisines records en 2021 de cette mission, justement sur des signalements de formes de médecine alternative, de promesses de bien-être, de spiritualité. Quelles sont les armes contre ça, Luc Ferry? Est-ce que c'est à l'État de réglementer tout ça ou est-ce que c'est à chacun, c'est peut-être un peu le message de votre livre aussi, d'avoir une prise de conscience individuelle? De toute façon, l'esprit critique est une chose qu'on doit enseigner à l'école. C'est pour ça qu'à l'école, on devrait avoir, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, un cours extrêmement bien fait dans les cours d'instruction civique ou d'éducation civique. On devrait avoir un cours de décryptage, pardon, le mot est un peu galvaudé, mais là, ça se justifie, des fake news et des rumeurs et des complotismes sur les réseaux sociaux. On l'a bien vu. Donc c'est une question d'éducation, de sensibilisation. D'abord là. Alors maintenant, ce que l'État doit faire et ce que des sites comme Doctissimo, d'ailleurs,
l'ont très bien fait. C'est supprimer ces naturopathes, enfin toutes ces absurdités qui se développent de manière exponentielle avec ces gourous du bonheur qui vous racontent n'importe quoi, voilà, et qui en profitent, booster votre cerveau, enfin tout avec des mots nouveaux, etc. Et les malheureuses personnes qui n'ont pas, voilà, les moyens scientifiques d'avoir l'esprit critique se laissent avoir parce qu'encore une fois, on a tous envie d'être heureux. C'est tout ça, moi aussi, évidemment. Je reviens au point de départ. Je disais tout à l'heure, vous dites donc les scientifiques nous promettent que nos petits-enfants pourront vivre jusqu'à 150 ans. Vous posez d'ailleurs dans le livre la question, à quoi bon vivre aussi longtemps? Vous citiez tout à l'heure votre ami Michel Onfray. Dans le Figaro, il y a quelques jours, vous étiez en dialogue tous les deux. Lui, il vous objecte, beaucoup de gens, déjà aujourd'hui, avec une espérance de vie, on va dire à 80 ans pour faire simple, ne passent pas leur temps à se cultiver. Alors en quoi, c'est un peu la question qu'il vous pose, le fait d'arriver à 150 ans rendrait forcément le monde meilleur? Mais moi, je crois que c'est pas vrai. Bon, j'ai eu ce débat avec Michel, j'ai déjà beaucoup d'amitié pour lui, mais on était en désaccord. Moi, je pense que mourir à 80 ans, c'est mourir juste au moment où on commence à être moins bête. Je suis désolé de vous dire ça parce que vous avez la moitié de cet âge, ou même pas. Mais c'est vrai. Et on apprend tout au long de sa vie, si on veut. Et donc, en fait, il y a deux questions dans mon livre. Un, est-ce que c'est pas exactement vivre 150 ans? Parce que quand on dit ça, les gens pensent que ça veut dire augmenter la vieillesse. C'est surtout pas ça. Augmenter la jeunesse. Là, c'est augmenter la jeunesse. C'est nous donner 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie jeune et en bonne santé en plus. Alors, il y a une révolution scientifique derrière, dont je parle dans mon livre, qui est la révolution de la reprogrammation cellulaire, l'usage de ces molécules qu'on appelle sénolytiques, et qui sont des molécules qui détruisent les cellules sénescentes, qui sont des cellules qui produisent toutes les maladies de la vieillesse. C'était le prix Nobel 2012, voilà, prix Nobel 2012, Shinya Yamanaka, qui a eu ce prix Nobel parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable qu'on pensait impossible, c'est de reprogrammer des cellules d'adultes en cellules souches originaires, ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes, qui sont capables de refabriquer un organe entier. Lui travaillait sur la médecine réparatrice et il s'aperçoit qu'évidemment, c'est aussi la lutte contre le vieillissement. Mon ami Jean-Marc Lemaitre, qui est un grand directeur de recherche à l'INSERM, a publié un livre qui s'appelle « Guérir la vieillesse » et qui est passionnant, je vous le conseille. Voilà. Et vous faites le pari de l'optimisme. Vous dites, si on a cette jeunesse ou ce bon état qui si on a 20 ans, 30 ans de plus, moi, je prends, c'est exactement, je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne, parce que les gens disent, de toute façon, ça ne servira à rien, on mourra quand même. Vous avez un cancer, voilà, vous allez chez le cancérologue, chez l'oncologue, il vous dit, voilà, si je ne vous soigne pas dans 6 mois, vous êtes mort, mais si je vous soigne, d'abord, c'est même pas des rémissions, aujourd'hui, vous serez guéri, vous aurez 20 ans de plus de vie en bonne santé. Vous prenez ou pas? Je prends évidemment. Pourquoi je prends? Parce que c'est pas simplement pour moi, mais le fait de pouvoir vivre jeune et en bonne santé plus longtemps, c'est aussi la possibilité d'abord de s'améliorer, de continuer à progresser. Là, je suis en désaccord avec Michel Onfray. On peut progresser, on peut apprendre tout au long de sa vie. C'est pas vrai qu'on ne peut pas apprendre tout au long de sa vie. On peut apprendre tout au long de sa vie, on peut progresser tout au long de sa vie. Ce que Rousseau appelait la perfectibilité, moi j'y crois. On n'est pas forcé, mais c'est une possibilité. Et deuxièmement, c'est pour partager et transmettre. Je reviens à la question. La grande question politique, c'est quel monde, nous les adultes, nous allons laisser à ceux qui viennent. Justement, il y a aujourd'hui déjà une angoisse sur l'avenir. Elle s'exprime, et vous l'évoquez, sur le plan de l'écologie, du climat. Il y a beaucoup d'actions militantes ces derniers temps. Encore hier à l'Assemblée, un blocage organisé par les activistes de dernière rénovation. Il y a eu Sainte-Soline, cette méga bassine, ce bassin pour aider les agriculteurs. La Première ministre dit que ce sont des scènes inacceptables et profondément choquantes. Mais est-ce que ce n'est pas justement la preuve que ces personnes-là se soucient pas simplement de leur intérêt personnel, mais de ce qu'on va transmettre, de l'héritage que nous laissons? Non, parce que justement, oui, bien sûr, la transition écologique fait partie des questions que les adultes, ou les jeunes adultes, doivent se poser par rapport à la problématique générale. Quel monde nous allons laisser à ceux qui viennent, bien sûr. La grande différence entre l'écologie et les doctrines sacrificielles qui se sont effondrées, il y a 3 doctrines sacrificielles qui se sont effondrées: le nationalisme, le communisme. On pouvait donner sa vie pour la révolution, on pouvait donner sa vie pour la patrie, et évidemment les religions. On donne sa vie pour Dieu. Si les guerres de religion étaient terribles. Ça ne s'applique pas à l'action de ces militants qui parfois sont extrêmes dans leur comportement. Non, parce que l'écologie, et d'ailleurs c'est plutôt positif pour l'écologie, c'est une religion de la vie. Ce n'est pas une religion de la mort. Ce n'est pas une religion qui vous demande de sacrifier votre vie. Par ailleurs, je ne crois pas du tout à l'angoisse de ces jeunes militants. Je pense au contraire qu'ils sont ravis d'avoir trouvé un sens à leur vie et d'avoir trouvé une cause, alors que le communisme, le trotskisme, le maoïsme se sont effondrés et que les grandes idéologies radicales se sont effondrées. Je pense que ces jeunes écologistes ne sont pas du tout dans l'angoisse et dans le désespoir. Ils sont au contraire dans l'exaltation d'avoir trouvé une cause qui a du sens.
Est-ce que de votre point de vue, les femmes et les hommes politiques d'aujourd'hui, par exemple dans notre pays, ont conscience de ces enjeux, sont capables de les appréhender? Oui, parce que ce qui caractérise justement l'écologie aujourd'hui, c'est qu'elle est transcourant. Quand j'étais jeune, quand l'écologie politique apparaît, en gros c'est dans les années 70, moi je publie un livre là-dessus, Le Nouvel Ordre écologique en 92, et donc à ce moment-là, l'écologie est encore une secte d'extrême gauche, il faut être clair. Alain Lipietz, qui était un des candidats à la présidence, dit voilà, je suis arrivé au vert par le rouge. Parce qu'il était d'abord maoïste, et puis il a bien vu que le maoïsme s'effondrait, et donc il a continué la lutte contre le capitalisme par l'écologie. C'est pour ça qu'on les appelait les pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et donc, au fond, l'écologie était une secte d'extrême gauche, il faut quand même le dire clairement. Aujourd'hui, non, l'écologie est partout, y compris au Front National, y compris à droite, tout le monde se veut écologique. Donc, il est clair qu'il y a une prise de conscience des problèmes réels de réchauffement climatique, de pollution des océans, etc., de perte de la biomasse, de la biodiversité. Ce sont des questions réelles, et je pense que tout le monde en a conscience. Simplement, les solutions sont difficiles. Il y a un sens du sacrifice, de votre point de vue, selon vous, puisque c'est le mot qu'on prononçait chez nos hommes et femmes politiques, là encore, je ne sais pas, chez Emmanuel Macron, chez Marine Le Pen, est-ce qu'il y a de ça? Non, je pense que c'est justement ce qui a disparu, parce qu'on est dans la facilité. Regardez, je prends juste un exemple. Si l'Allemagne nous quitte aujourd'hui, Olaf Scholz a refusé d'emmener Emmanuel Macron dans ses valises. Il va en Chine tout seul pour défendre les intérêts allemands. Alors que je ne cessais de dire, il faut que les deux y aillent ensemble pour convaincre Poutine d'arrêter la guerre, puis il faut aller voir Zelensky pour dire à Zelensky de renoncer à la Crimée. Bon, mais peu importe le détail, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Allemagne a acheté des F-35 aux États-Unis. Des avions, en l'occurrence, pour des avions américains plutôt que des Rafales. Et puis le parapluie à 14 pays contre le parapluie antimissile, il est américain. Donc ça veut dire que l'Allemagne fait le choix des États-Unis, comme la Pologne, et pas le choix de l'Europe. Bon, ce qui est assez nouveau, et le fait de refuser d'emmener Macron avec lui est quand même assez violent. Bon. Et donc pourquoi? Parce que justement, il considère pour un Allemand, il est évident que passer la dette de 99% du PIB, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, à 113% du PIB, alors que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, pour un Allemand, c'est une pitrerie, c'est clownesque. Le quoi qu'il en coûte, c'est clownesque. Si on ne met pas en face des économies, d'accord qu'on soutienne l'économie, c'est très bien. Il faut absolument le faire. D'ailleurs, les entreprises sont ravies, le MEDEF est ravi. Mais il faut, dans ce cas-là, mettre en face des économies budgétaires, ce que, évidemment, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire n'ont pas fait. Alors, ce qu'ils veulent faire, donc, on est dans la facilité. C'est la réforme des retraites qui est engagée. C'est bien, oui. Si on vit 150 ans, on travaille jusqu'à quel âge, Luc Ferry? Alors, ça fera partie des sujets. Il y aura des sujets donc, que j'aborde dans le livre. Est-ce que ce sera supportable sur le plan démographique? Est-ce que ce sera sur le... Alors, on a pris 40 ans d'espérance de vie depuis 1900. 40 ans. On vit 80 ans l'espérance de vie pour les hommes et 85 ans pour les femmes, parce que les femmes font toujours un peu moins de bêtises que les hommes. Mais en fait, ça se rapproche. Mais il est évident qu'il faut, pardon de le dire, mais il faut un cul de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation, ou le taux de cotisation, ou les deux. On ne peut pas faire autrement dans un système de retraite par répartition. Donc c'est très bien qu'Emmanuel Macron fasse cette réforme des retraites. Bon, très bien, on verra ce que ça donne, puisque la CFDT l'a lâché en cours de route. Il lui faudra quand même le soutien des Républicains, c'est-à-dire ce que dit la Première ministre Elisabeth Borne dans Paris Match. Chercher des alliances ponctuelles reste possible, et elle dit précisément un chemin avec les Républicains qui ont toujours porté une réforme est possible. Cela permettra d'éviter un 49-3. Je rappelle qu'on en a eu un 4e hier sur le budget. Sur le budget, on peut faire autant qu'on veut, mais sur les autres sujets, c'est limité, comme vous savez. Vous dites aux Républicains, soyez à la hauteur. C'était votre famille politique. Je ne sais pas si on doit dire c'était ou c'est votre famille politique. Oh, c'était, mais moi je suis un vieux gaulliste. Mais c'est-à-dire quoi? Républicain en politique et libéral en économie. Mais non, ce que je dis depuis le début aux Républicains, je leur dis, mais vous êtes... Enfin, je suis désolé, vous êtes malade. Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée. Vous aviez une chance inouïe de revenir dans le jeu politique au lieu de continuer à vous effondrer. Quand on fait 4,7% à la présidentielle, il faut peut-être réagir. Et donc, c'était pas être le supplétif de Macron, comme ils l'ont dit bêtement. C'était au contraire tordre le bras de Macron et lui dire, voilà, on veut quelqu'un d'autre à l'éducation nationale, on veut une réforme sur l'immigration, sur la sécurité, sur les obligations de quitter le territoire, enfin, sur les sujets de la droite, voilà. Et ils avaient la possibilité de dire ça à Macron, lui dire, et en échange, on votera la réforme des retraites. Ils ne l'ont pas fait, mais ils vont continuer, comme le Parti socialiste et pour les mêmes raisons, à s'effondrer. Parce que entre Marine Le Pen et Macron, il n'y a pas d'espace aujourd'hui pour les Républicains. Que ce soit Éric Ciotti, Aurélien Pradier, Bruno Retailleau, qu'emporte moi, c'est mes amis, je leur dis, je vais déjeuner avec l'un d'entre eux tout à l'heure, mais je leur dis très clairement, mais vous avez raté l'occasion de tordre le bras à Emmanuel Macron, de l'obliger à faire les réformes que vous souhaitez. C'était l'intérêt de la France, c'était votre intérêt. Et si ça ne marchait pas, vous pouviez toujours quitter le gouvernement.
Est-ce que tous ces sujets-là, Luc Ferry, et les sujets que vous évoquez dans votre livre, ils peuvent encore se trancher dans le débat public? Est-ce qu'ils peuvent se trancher, par exemple, au moment d'une présidentielle en 2027? Parce qu'en fait, on se demande où est-ce qu'on va traiter de tout ça. C'est un peu tard. C'est-à-dire que la France va dans le mur en klaxonnant, je suis désolé de le dire, parce que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire continuent à financer tout sur la dette, hein, alors que les taux d'intérêt augmentent, donc c'est catastrophique. Encore une fois, qu'on aide les Français, qu'il y ait des boucliers tarifaires, qu'on limite l'inflation pour les Français, qu'on aide les entreprises, mais tout ça, il faut le faire. Mais dans ce cas-là, vous mettez en face des économies budgétaires. Mon ami Raffarin doit se retourner, non pas dans sa tombe, mais dans son lit. Encore. Il sera bientôt notre invité, on en parlera avec lui, je crois qu'il va bien. J'aime beaucoup, mais lui qui était un fanatique de la rigueur budgétaire, je ne sais pas comment il peut soutenir Macron. Il y a un moment où il faut être cohérent. Bon. Et donc, voilà, il y a là un vrai enjeu. Donc, il fallait soutenir les entreprises, c'est très bien, il fallait soutenir les taxis, il fallait soutenir les... Mais en faisant des économies, mais en faisant des économies en face. Merci beaucoup, Luc Ferry, d'avoir été avec nous ce matin. On a le bonheur de se retrouver dimanche à 19h. Avec bonheur, c'est vrai que ce sera très sympathique. Face à Jean-François Kahn cette fois-ci. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info.